Un enfant a tenu le marteau du juge, puis a dit « Vous avez oublié la loi, le tribunal se fige ». Les lourdes portes en bois s'ouvrirent dans un grincement qui résonna sur les murs de marbre de la salle d'audience, tel un avertissement trop tardif pour être entendu. Les têtes se tournèrent une à une, les yeux se plissant, s'écarquillant ou se détournant, confus, lorsque la silhouette inattendue entra. Le bruit des chaussures cirées et les conversations étouffées s'éteignirent instantanément. Le silence s'accumula comme une poussière, épais et immobile. Là, dans l'entrée, se tenait un garçon, 13 ans, peut-être plus jeune à en juger par la façon dont sa veste lui enveloppait la silhouette. Le costume était visiblement emprunté, noir et rigide sur ses épaules étroites, les manches tombant sur ses poignets, le pantalon effleurant le dessus de ses chaussures comme des rideaux. Les chaussures elles-mêmes étaient usées par l'église, éraflées, ternes, de celles qui racontaient des histoires de longues promenades et de dimanches difficiles. Ses mains serraient une serviette en cuir cabossée, trop grande pour lui, trop usée pour avoir été achetée récemment. On aurait dit qu'elle avait survécu à des décennies de salles d'audience et de placards, et qu'elle avait été ressuscitée pour une raison que ni le garçon ni l'affaire n'avaient jamais imaginée. Carter Hayes avançait, chaque pas posé, sans précipitation ni lenteur, comme si chaque pas avait été soigneusement choisi. Le poids de ce qu'il portait ne résidait pas seulement dans ses mains. Il lui pressait la colonne vertébrale, lui redressait les épaules, lui stabilisait la mâchoire. Son visage, lisse et jeune, ne trahissait pas grand-chose. Pas de larmes, pas de lèvres tremblantes. Mais dans ses yeux brûlait quelque chose de plus dur que la peur, quelque chose comme une décision. Des rangées de spectateurs chuchotaient entre eux, leurs murmures s'élevant comme des vagues clapotant contre les bancs. Qui était-il? Où était son avocat? Était-il entré par erreur? Même la sténographe judiciaire chevronnée marqua une pause, les doigts flottant au-dessus de son clavier. Les deux procureurs adjoints à la table de l'accusation échangèrent un regard discret. L'un d'eux esquissa un sourire narquois, poussant l'autre du coude, comme s'il regardait un enfant entrer sur un terrain de football avec un casque 3 tailles trop grand. La table de l'accusé, austère et vide depuis le matin, avait maintenant son occupant. Carter s'en approcha sans hésitation, marqua une pause pour lever les yeux vers le juge un bref instant, puis tira la chaise et s'assit. Il posa la mallette sur la table comme si elle contenait quelque chose de sacré, et après un instant de silence, commença à l'ouvrir. À l'intérieur, il avait rangé ce qu'il croyait être suffisant pour empêcher son frère d'obtenir la condamnation de l'État. Les petits doigts du garçon parcoururent des chemises en papier kraft, des coupures de journaux froissés par des centaines de lectures, un carnet à spirales épais de notes, des références manuscrites à des affaires, et enfin, un objet qui se détachait du reste. Une clé USB sur laquelle était griffonnée à l'encre noire. G.H. Truth. Le marqueur avait légèrement bavé, maculé sur les bords, mais les mots étaient encore lisibles. Un coup sec de botte cirée interrompit sa concentration. L'huissier s'était avancé, un homme grand, à la mâchoire dure, dont l'insigne reflétait la lumière de la salle d'audience comme un miroir. Il fit un geste ferme vers le garçon, questionnant sa présence à la table de l'accusé, déclarant catégoriquement qu'il n'était pas autorisé à s'y asseoir. Carter se retourna à peine. Sa voix était basse et égale, mais suffisamment forte pour atteindre toutes les personnes présentes. Il expliqua qu'il représentait son frère, car personne d'autre ne le ferait. Cette seule phrase brisa le silence de la salle. Quelqu'un, au fond, laissa échapper un hoquet audible. L'un des journalistes se pencha en avant, l'intérêt renouvelé, la plume s'accélérant. Le nom de Jordan Hayes avait du poids. Une figure locale pour certains, un symbole pour d'autres. Il avait fait la une des journaux des mois auparavant lors de son arrestation, suite à ce que la police avait initialement décrit comme une agression non provoquée contre un officier décoré. La presse avait repris la version officielle, montrant des images d'un officier ensanglanté et des images granuleuses de Jordan escorté
menotté. Mais les détails de l'affaire étaient au mieux obscurs, au pire inquiétants. Les images de la caméra corporelle avaient été signalées comme manquantes quelques jours après l'incident. Les témoins, autrefois très actifs sur les réseaux sociaux, sont depuis devenus silencieux ou ont complètement disparu. Le juge Ramley, qui présidait l'affaire, était un homme dont la réputation le précédait. Il avait siégé pendant plus de 30 ans et, année après année, il était devenu plus inflexible. Pour certains, il était le dernier véritable pilier de l'ordre dans un système devenu un théâtre. Pour d'autres, il était le vestige d'une justice depuis longtemps déchue. Il baissa les yeux du banc, l'expression indéchiffrable, mais crispée par l'attente. Il demanda où était le tuteur légal du garçon. Carter répondit que son frère l'avait élevé. Leurs parents étaient morts quand il avait 6 ans. Il n'y avait personne d'autre. Le juge plissa les yeux, la peau autour d'eux tressaillant comme du vieux cuir. Il demanda alors si le garçon croyait vraiment pouvoir plaider devant ce tribunal. Carter soutint son regard sans broncher. Il ne le pensait pas. Il connaissait la loi. Son frère le lui avait appris. La salle se remplit à nouveau d'un bruit discret, des murmures non seulement d'incrédulité, mais de quelque chose de plus difficile à contenir. Respect, admiration, ou simplement le genre de curiosité réservée à l'observation d'une voiture sur un lac gelé, attendant de voir si elle coulerait ou parviendrait d'une manière ou d'une autre à atteindre le rivage. Dans la galerie, une femme serrait son sac à main plus fort. Un homme en costume gris se penchait en avant, les coudes sur les genoux. 2 policiers près de la porte échangèrent des regards nerveux. La présence du garçon était inattendue, certes, mais plus que cela, elle était ingérable. Parce que quoi que cet enfant s'apprête à dire, quoi qu'il s'apprête à consigner au procès-verbal, cela n'avait été ni répété, ni contrôlé, ni filtré par des accords secrets. Il n'y avait pas eu de poignée de main légale, pas de négociation officieuse. Juste un enfant, une clé USB et une salle d'audience pleine de gens qui, soudain, ne savaient plus comment procéder. En coulisses, l'affaire était devenue plus qu'un procès. C'était une mèche allumée. L'inspecteur principal Warren Malloy avait bâti toute sa carrière sur des manœuvres de pouvoir et des menaces silencieuses. Son nom figurait sur des récompenses, des distinctions, des notes de service. Il organisait des collectes de fonds avec le procureur général, jouait au golf avec des sénateurs, intervenait aux journaux télévisés matinaux comme une voix de la loi et de l'ordre. Mais enfouies sous la surface se cachaient des enquêtes, étouffées, scellées ou discrètement closes, faute de preuves suffisantes. Jordan Hayes s'était simplement trouvé au mauvais endroit au mauvais moment. Ou peut-être avait-il été le premier à refuser le silence. L'accusation espérait un procès rapide, une condamnation discrète. Le système ne laissait aucune place aux aléas, certainement pas à un enfant de 13 ans entrant seul au tribunal. Pourtant, Carter était assis là, sans tremblement dans la voix, sans bégaiement dans la posture, seulement un calme étrange et tranquille. Comme si chaque nuit blanche des derniers mois l'avait façonné en quelque chose de tranchant, d'inflexible. Le juge se renversa dans son fauteuil, les doigts tapotant la coudoir. Il observe le garçon un long moment avant de demander au greffier de poursuivre. Le greffier hésita, mais hocha la tête, commençant à rappeler la salle d'audience à l'ordre. L'équipe du procureur préparait ses remarques liminaires. Des papiers bruissaient, des chaises craquaient, et Carter, toujours assis seul à la table de la défense, ouvrit son carnet, tourna la page marquée d'un ruban bleu et souligna une phrase du doigt. On pouvait y lire « La loi n'est pas un bouclier pour les puissants, c'est une lumière pour ceux qui sont enterrés. » Et ainsi commença le procès, sans avocat, sans défense écrite, juste un garçon qui refusait de se taire et une vérité qu'il portait entre ses mains. 2 semaines avant que Carter n'entre dans la salle d'audience, un événement soigneusement caché, enfoui sous des couches de bureaucratie, de silence et de corruption jusqu'à présent. La lettre arriva un mercredi sans prétention, glissée dans une enveloppe qui avait visiblement circulé de main en main, chacune laissant sa trace. Elle portait le cachet de la prison
Mais Carter ne s'attendait pas à ce que la lettre apporte de bonnes nouvelles. Au lieu de cela, elle arriva enveloppée dans un emballage inattendu. Une petite carte mémoire, soigneusement collée sur un fin morceau de parchemin. L'étiquette ne portait qu'un seul mot, griffonné à l'encre noire à la hâte. Sauvegarde. Carter n'eut pas le temps de se demander pourquoi Jordan lui avait envoyé ça. Il avait besoin de voir ça. Le seul endroit qui lui vint à l'esprit était la bibliothèque publique. Ces vieux ordinateurs tournaient toujours au ralenti, mais ils avaient quand même accès à Internet, et c'était tout ce dont il avait besoin. À son arrivée, la bibliothèque était presque vide, à l'exception de quelques usagers plus âgés qui feuilletaient des journaux. L'ordinateur qu'il utilisait toujours se trouvait dans un coin au fond, caché par une rangée d'étagères moisies. Carter s'assit et brancha la petite carte, le cœur battant la chamade, mêlé d'espoir et d'effroi. Il ouvrit le fichier. Son souffle se serra lorsque la vidéo granuleuse commença. C'était un enregistrement de caméra corporelle, du genre que Jordan avait tant essayé de capturer cette nuit fatidique. L'image tremblait et l'image sautait toutes les quelques secondes, mais elle était suffisamment nette pour que Carter puisse voir ce qui se passait. Son frère, Jordan, avait été arrêté par nul autre que l'inspecteur Warren Malloy. La voiture de Jordan avait un feu arrière cassé, un simple incident, un contrôle de routine, mais l'agent avait agi comme s'il s'agissait d'une situation bien pire. Dans la vidéo, Jordan restait calme. Il parlait à Malloy avec respect, même si sa nervosité le trahissait. « Monsieur, il y a eu une erreur, » dit-il en essayant d'expliquer. Mais Malloy ne s'intéressait pas aux explications. Sans prévenir, l'agent poussa Jordan. Carter vit la confusion et la panique briller dans les yeux de son frère, tandis qu'il était plaqué contre la voiture. Alors que Jordan tentait instinctivement de reculer, Malloy sortit son arme. Jordan, conscient du danger, tendit la main et la repoussa dans une tentative désespérée de se défendre. Ils se débattirent, mais Malloy était bien plus fort. La vidéo était presque trop douloureuse à regarder, mais Carter ne détourna pas le regard. Puis, quelque chose d'effrayant se produisit. Alors qu'ils se débattaient, Malloy se tourna vers la caméra, son visage apparaissant brièvement. Il ne s'adressa pas à Jordan. Il s'adressa à la caméra. Ses mots étaient bas mais clairs. « Assurez-vous que celui-ci ne sorte jamais. » L'écran devint noir. Le silence emplit la pièce. Carter resta figé, les yeux fixés sur l'écran noir pendant un long moment. Il savait ce que cela signifiait. Les images, les preuves accablantes, avaient été supprimées des serveurs de la police presque immédiatement après l'incident. Mais Jordan avait réussi à en obtenir une copie, une sauvegarde, une parcelle de vérité au milieu du tissu de mensonges qui l'entourait. Le problème, cependant, était monumental. Personne ne croirait un enfant. Ils avaient déjà tout vu. La corruption était tenace et ceux qui étaient au sommet étaient trop puissants. Mais Jordan avait donné à Carter quelque chose de plus précieux que des preuves. Il lui avait confié une mission. Carter n'hésita pas. Il se mit immédiatement au travail, dévorant la jurisprudence, apprenant les tenants et aboutissants du système judiciaire, observant les procédures judiciaires avec une attention obsessionnelle. Jour et nuit, il se plongeait dans les vieux livres de son frère, prenant des notes dans les marges, regardant des vidéos expliquant la différence entre preuves admissibles et preuves indirectes. Il découvrait toutes les failles juridiques possibles. En quelques jours, il comprit le droit mieux que la plupart des adultes ayant passé leur carrière derrière des bureaux, dans des cabinets d'avocats ou des bâtiments gouvernementaux. Et puis, une fois qu'il eut tout assimilé, une fois qu'il se sentit prêt, il remplit la vieille mallette de son frère, vestige d'une époque où tout semblait plus sûr, de ses recherches, de ses notes, de la clé USB de secours et de tout ce dont il pensait avoir besoin. Il glissa les bretelles sur ses petites épaules, attrapa sa veste trop grande et entra dans la salle d'audience avec une détermination que personne n'avait anticipée. C'était sa seule option. Il ne pouvait pas faire confiance au système, pas quand il lui avait déjà prouvé que le pouvoir signifiait le silence. Pas quand le système judiciaire avait permis à l'inspecteur Malloy et à ses complices d'agir au-dessus des lois pendant des années sans conséquence.
Ce procès n'était pas une question de justice, mais de préservation du statu quo. La salle d'audience était pleine des suspects habituels, des procureurs en costume impeccable, des fonctionnaires en uniforme rigide et l'air formel qui masquait la véritable corruption. Carter sentait leur regard braqué sur lui, le jugeant. Il le prenait pour une simple distraction. Le garçon qui ne connaissait pas sa place. Le garçon qui se croyait capable de se tenir seul dans une salle d'audience. Mais il le sous-estimait. Il sous-estimait sa détermination, ses connaissances et sa volonté de se battre pour son frère. À mesure que le procès se poursuivait, le poids de la salle semblait peser de plus en plus sur Carter. Les procureurs étaient calmes, calculateurs, la voix ferme tandis qu'ils présentaient leur dossier contre Jordan. Le juge, Ramley, perché sur sa chaise surélevée, observait avec le détachement d'un homme qui avait vu des centaines d'affaires comme celle-ci. Il n'y avait pas de place pour cet enfant dans leur monde, un monde où les accords se concluaient à huis clos et où les réputations comptaient plus que la vérité. Mais Carter ne reculerait pas. Pas quand la vie de son frère était en jeu, pas quand sa seule famille avait été traitée comme un pion dans un jeu qu'il ne comprenait pas. C'est à ce moment crucial, au milieu du procès, que Carter se leva. Il sentit ses jambes trembler pour la première fois depuis son entrée dans la salle, mais il ne se laissa pas arrêter. Lentement, il se dirigea vers le banc du juge, les yeux rivés sur le juge Ramley. Le silence se fit dans la salle d'audience. Les murmures cessèrent. Le bruit s'éteignit. Carter atteignit le banc, posa la mallette devant et resta immobile un instant. « Votre honneur, dit-il, et sa voix résonna dans le silence. Vous avez oublié la loi. » Ces mots restèrent suspendus dans l'air, contrastant fortement avec la tension qui régnait dans la salle. Puis, sans attendre la réponse du juge, Carter se pencha, saisit le marteau qui avait réduit au silence tant de personnes avant lui et le leva. Ce simple geste était un geste de défi, mais il symbolisait aussi tout ce qui n'allait pas dans ce tribunal, tout ce qu'il avait échoué à faire. « Vous avez juré de faire respecter la justice, » poursuivit Carter, sa voix résonnant désormais dans la salle d'audience, « mais vous avez laissé le mensonge, le silence et la corruption l'emporter. » Un bref instant, Carter resta là, tenant le marteau dans ses petites mains, son poids presque insupportable. Mais il ne le lâcha pas. Il ne broncha pas. Puis, avec tout le calme du monde, il fouilla dans sa mallette et en sortit la clé USB. C'était la dernière pièce du puzzle, la seule chose à laquelle personne ne s'attendait, la vérité qui pouvait faire voler en éclats les murs du système. Il la brandit haut, à la vue de tous. « Ceci, dit Carter d'une voix inébranlable, est la vérité que vous avez enterrée. » La salle explosa. Des murmures emplirent l'air, l'énergie passant de l'incrédulité au chaos. Les journalistes au fond de la salle se précipitèrent pour rassembler leur matériel. La main du juge trembla tandis qu'il agrippait l'accoudoir. Même Malloy, assis dans la galerie avec un faux sentiment de sécurité, sembla tressaillir. À cet instant, Carter Hayes, le garçon que personne n'avait pris au sérieux, avait forcé le système judiciaire tout entier à se confronter à lui-même. La salle, autrefois figée dans un silence stupéfait, explosa alors de chaos. L'air était lourd de tension, mais l'espace d'un instant, on eut l'impression que l'univers s'était arrêté, juste pour retenir son souffle. Un léger bourdonnement émanait des microphones, rappelant que le monde observait, écoutait. Le poids de tout cela pesait sur Carter comme un lourd manteau. Mais il tint bon, son petit corps désormais éclipsé par les forces immenses et changeantes qui tourbillonnaient autour de lui. C'était comme si l'univers avait basculé sur son axe, juste assez pour que la lumière perce à travers les fissures, mais pas assez pour empêcher la tempête de s'abattre. Et puis, à travers la cacophonie des chuchotements et des journalistes s'efforçant d'ajuster leur équipement, quelqu'un se leva de la galerie. Une grande silhouette, large d'épaules et imposante, vêtue d'une veste fédérale sombre. Sa présence trancha le bruit comme une lame. C'était le procureur F. Denton était connu pour sa loyauté indéfectible envers le système. Un système qu'il avait servi pendant des décennies.
Son nom était associé aux manœuvres politiques et au genre de pouvoir qui garantissait que rien n'échappe jamais aux dirigeants. Mais même Denton avait ses limites. Lui-même savait quand les limites étaient franchies. Jusqu'à présent, il s'était tenu à distance des rumeurs de corruption qui avaient longtemps entaché la police, le bureau du procureur et même le cabinet du juge. Il avait choisi le silence, se contentant de laisser les recoins les plus sombres du système intact. Mais aujourd'hui, quelque chose avait changé. C'était la voix de Carter, douce mais féroce, inébranlable dans sa vérité, qui avait brisé les murs que Denton avait érigés autour de lui. Le gamin ne parlait pas comme quelqu'un qui avait grandi dans un monde où le pouvoir décidait de qui vivait et de qui mourait. Carter parlait comme quelqu'un qui savait exactement combien la vérité était fragile face à la corruption, et il n'en avait pas peur. L'étincelle de ce courage éveilla en Denton quelque chose de profond, quelque chose qu'il avait enfoui depuis longtemps. Denton s'avança, ses talons claquant brusquement sur le sol poli de la salle d'audience. Son regard ne quitta pas le juge Ramley qui, malgré le chaos, semblait encore trop abasourdi pour bouger. Les huissiers, habituellement les gardiens silencieux de l'ordre, semblaient incertains, leur regard passant du juge à Denton, incertain de qui détenait désormais le pouvoir. Mais le procureur général parla avec une autorité calme qui ne souffrait aucune objection. « Votre honneur !» la voix de Denton résonna, coupant court au brouhaha. « Je demande la suspension immédiate de l'audience. Nous ouvrons une enquête fédérale sur les faits entourant cette affaire. » Les mots semblaient suspendus dans l'air, une déclaration qui brisait l'illusion de contrôle. Le marteau du juge Ramley s'abattit dans un craquement retentissant, mais ce n'était plus le bruit de l'autorité. C'était le bruit d'un système en train de s'effondrer. La salle d'audience avait déjà basculé. Ce n'étaient pas seulement les journalistes qui avaient perçu l'instant. Les spectateurs, les jurés et même l'avocat de la défense, tous comprenaient que la donne avait changé. Les mensonges avaient été dévoilés et la vérité avait fait son apparition à petits pas. Le bourdonnement des caméras, le bruissement des journalistes se dirigeant vers l'avant, tout cela se combinait en une vague de bruit qui sembla engloutir la salle d'audience. L'espace d'un instant, le monde extérieur cessa d'avoir de l'importance. Ce n'était plus un procès, c'était devenu une lutte pour la survie, une lutte pour le contrôle d'une vérité trop dangereuse pour rester cachée. Au fond de la salle d'audience, les huissiers échangèrent des regards, leur incertitude palpable. Ils avaient fait partie de la machine qui avait fait fonctionner ce système, les exécuteurs silencieux de règles établies pour protéger les puissants et faire taire les vulnérables. Mais maintenant, alors que Denton se tenait aux côtés de Carter, un allié improbable, leur allégeance semblait floue. Leur loyauté avait toujours été envers le juge, les procureurs, les politiciens qui tiraient les ficelles. Mais maintenant, les lignes étaient floues. Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, une réaction plus viscérale se produisit. L'inspecteur Warren Malloy, qui s'était autrefois considéré comme intouchable, observait la scène depuis une salle sécurisée du commissariat. La vidéo en direct de la salle d'audience crépitait devant lui, reflet du chaos qui régnait. Son visage rougit en voyant Carter Hayes, un enfant, se tenir devant le système même que Malloy avait pris soin de manipuler. Il vit la clé USB, preuve de ses propres méfaits, brandie comme un phare de vérité. Et à cet instant, les murs que Malloy avait construits pendant des années commencèrent à s'effondrer. L'inspecteur jeta furieusement sa tasse de café contre le mur, le liquide giclant dans toutes les directions, tandis qu'il sortait de la pièce d'un pas lourd et rapide. Il n'y avait plus de retour en arrière possible. La vérité avait éclaté, et Malloy, pour la première fois de sa carrière, ressentait le poids de ses actes. Mais alors que le chaos atteignait son paroxysme, à huis clos, la panique s'emparait de l'élite politique. Le sénateur Greer, bienfaiteur et protecteur de longue date de Malloy, était au téléphone quelques minutes plus tard. Sa voix, habituellement calme et mesurée, était désormais teintée d'urgence. Il réclamait des faveurs. Denton était connu pour sa loyauté indéfectible envers le système. Un système qu'il avait de toute l'influence qu'il avait accumulée au fil des ans,
pour tenter de contenir la situation. Le procureur général de l'État, la voix empreinte de colère et de peur, ordonna le silence sur la vidéo, tentant désespérément d'empêcher la vérité de se répandre davantage. Mais il était trop tard. La vidéo était déjà en ligne, partagée, enregistrée, dupliquée. Des centaines de milliers d'yeux l'avaient déjà vue. 1 million d'autres étaient à portée de clic. La vérité, autrefois cachée dans l'ombre, était désormais au grand jour. Et aucune manœuvre politique ne pourrait l'enterrer. Alors que Denton se tenait aux côtés de Carter, l'énormité de ce qui venait de se passer commença à s'imposer. Il chuchota au garçon, d'une voix basse, à peine audible dans le bruit de la pièce. « Ça ne s'arrête pas là, fiston. Ils riposteront. Ils essaieront d'enterrer ça à nouveau. Ils le feront disparaître. » Mais Carter, bien qu'encore un enfant, comprenait. Il avait toujours su que ce moment ne serait pas la fin. Il ne s'y était jamais attendu. Ceux qui détenaient le pouvoir de manipuler le système n'allaient pas céder sans se battre. Ils déformeraient la vérité, réécriraient l'histoire et réduiraient au silence quiconque se dresserait sur leur chemin. Mais Carter avait déjà vu la vérité, et il ne détournerait plus jamais le regard. Il leva les yeux vers Denton, le regard féroce, inébranlable. « Alors je serai prêt », dit-il d'une voix assurée. Il savait ce qui allait arriver, et il savait, à cet instant, qu'il n'était plus seul. La tempête ne faisait que commencer. Une semaine s'était écoulée depuis ce jour fatidique au tribunal, et la salle était à nouveau emplie d'une lourde odeur d'anticipation et d'un murmure de voix. Le poids du procès planait toujours comme une tempête sur le point d'éclater, mais cette fois, quelque chose était différent. Jordan Hayes, autrefois caché dans l'ombre de l'isolement, se tenait maintenant droit, vêtu d'un costume approprié, la posture fière mais méfiante. Il était entouré d'une nouvelle équipe juridique, constituée avec soin et précision par le procureur général Franklin Denton. Fini les chaînes et les menottes froides. Aujourd'hui, Jordan était un homme debout face au monde, non pas comme un prisonnier, mais comme le symbole de la vérité qui s'était frayé un chemin à la surface. Derrière lui était assis son jeune frère, Carter, serrant la mallette familière comme une bouée de sauvetage. Le garçon ne l'avait pas lâché depuis le jour où il était entré seul dans la salle d'audience, et c'était désormais un rappel silencieux de la bataille qu'ils avaient menée et de celle qui restait à venir. Le juge qui présidait cette nouvelle phase du procès n'était plus le même que celui qui l'avait précédé. Le juge Ramley s'était récusé après que Denton eut révélé de multiples communications privées entre lui et l'inspecteur Malloy. La révélation de ces conversations avait suffi à briser toute prétention d'impartialité. Un nouveau visage avait pris place sur le banc, un visage dont l'expression restait neutre, mais dont les yeux brillaient sous le poids de ce qui se déroulait sous ses yeux. Dehors, les manifestations faisaient rage, leurs chants s'élevant des rues, tel un battement de tambour régulier. Les gens s'étaient rassemblés en masse, leurs voix formant un rugissement unifié, appelant à la justice, à la responsabilité. Ils n'étaient plus des spectateurs silencieux. Ils étaient la force motrice du changement en cours. À l'intérieur de la salle d'audience, l'atmosphère était lourde du sentiment qu'une page d'histoire était en train de s'écrire. Chaque mot, chaque témoignage semblait façonner l'avenir, ouvrait une nouvelle voie à ce que la justice pouvait et devait être. Un à un, les témoins autrefois disparus ou réduits au silence commencèrent à se manifester. Le premier, un officier de police scientifique, admit avec une certitude silencieuse et sombre que les images originales avaient été intentionnellement effacées. Son aveu fut accueilli avec stupeur, mais c'était la vérité, et il portait le poids de 1000 mensonges dévoilés d'un seul souffle. Le témoin suivant fut un ancien associé de l'inspecteur Malloy, qui évoqua une série de fautes professionnelles, des affaires discrètement enterrées, des preuves mystérieusement disparues, des personnes réduites au silence par la menace. Lentement, pièce par pièce, le puzzle que Carter avait laborieusement reconstitué commença à prendre forme. La vérité était indéniable.
Le système avait été corrompu non par accident, mais à dessein, et désormais, il n'y avait plus de retour en arrière possible. Mais malgré les preuves qui s'accumulaient, le combat était loin d'être terminé. La sénatrice Greer, éternelle protectrice des puissants, déposa une requête en annulation de toutes les charges. C'était une manœuvre calculée, une tentative d'enterrer l'affaire sous une bureaucratie et des formalités administratives. Mais Denton tint bon, et la requête fut rapidement rejetée. La défense, incapable d'accepter cette vague de vérité, tenta de déclarer le procès nul, invoquant un comportement inapproprié au tribunal. Elle souligna le coup de marteau dramatique de Carter, tentant de le présenter comme une atteinte aux convenances. La salle d'audience était déjà en effervescence, la tension palpable à chaque coin de rue. Mais même cette tactique fut invalidée. La vidéo, brute et non montée, fut le coup de grâce. Les images que Carter s'était embattu pour révéler, la vidéo autrefois cachée dans les recoins les plus sombres du monde, était désormais la preuve qui fit pencher la balance. Le jury, incapable d'ignorer les faits, rendit un verdict que personne n'attendait vraiment. Jordan Hayes fut déclaré non coupable. La salle explosa d'émotion. Le visage de Jordan, masque d'incrédulité contenue, s'adoucit lorsqu'il se tourna vers son frère, les mains tendues dans un geste de gratitude muette. Leur étreinte ne fut pas seulement un moment de libération, mais un lien forgé dans le feu de l'injustice, un témoignage de la force qu'ils avaient trouvée en eux, ensemble. C'était une victoire, mais aussi la reconnaissance que la guerre était loin d'être terminée. Debout, Carter ressentit tout le poids de leur acte. Ils n'avaient pas seulement sauvé son frère d'une vie derrière les barreaux. Ils avaient révélé le cœur sombre d'un système qui les avait tous laissés tomber. Alors que la salle d'audience commençait à se vider, le poids de l'instant sembla peser sur Carter plus que jamais. Denton, qui était resté à ses côtés tout au long du procès, posa une main sur l'épaule du garçon, son contact doux, mais ferme. « Tu as fait quelque chose que des hommes 2 fois plus âgés que toi ne pourraient jamais faire, » dit-il doucement, la voix emplie d'admiration. « Vous avez rappelé au monde que la loi appartient au peuple, pas aux puissants. » Carter ne sourit pas. Il fixa simplement le banc vide du juge, l'esprit s'emballant avec tout ce qui s'était passé et tout ce qui restait à venir. Il n'y avait aucun sentiment de triomphe, aucun moment de victoire qui semblait une fin. En fait, le poids de tout cela pesait plus fort sur lui maintenant. Il avait fait ce qu'il fallait, ce qui était juste, mais il savait que ce n'était qu'un début. « Ils n'oublieront jamais », murmura Carter d'une voix à peine audible. Il ne s'adressait ni à Denton ni à personne dans la salle. Il s'adressait à l'espace vide où le juge Ramley avait autrefois siégé. Il s'adressait au système qui les avait presque engloutis. Ces mots n'étaient pas une menace, c'était une promesse. Dehors, la ville vibrait au son des camions de presse et des journalistes criant dans leurs micros. Le verdict était tombé, et le monde tournait déjà son regard vers les conséquences. L'histoire de Jordan Hayes, celle de la vidéo qui avait révélé les mensonges, était devenue le symbole d'un phénomène plus vaste. Le sénateur Greer, autrefois intouchable, se retrouvait désormais confronté à des violations de déontologie, sa carrière ne tenant plus qu'à un fil. Malloy, l'inspecteur autrefois redouté, avait été contraint de démissionner dans la disgrâce, son pouvoir s'effondrant aussi vite qu'il s'était construit, et le peuple, des citoyens ordinaires qui s'étaient autrefois contentés de vivre dans l'ombre, avait retrouvé la voie. Ils avaient appris que parfois, il suffisait qu'une seule personne se lève et dise « Ce n'est pas juste » pour que tout change. Mais au final, c'est Carter Hayes, le garçon qui était entré dans ce tribunal avec rien d'autre qu'une mallette et la vérité, qui avait porté le coup le plus dur. Il ne s'était pas seulement battu pour son frère. Il s'était battu pour tous ceux qui avaient été réduits au silence, pour tous ceux qui avaient été privés de justice. Et à cet instant, le monde ne serait plus jamais le même.